bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les indicateurs boursiers. On a un guide sous les yeux sur les ratios financiers. L'idée, c'est de voir comment on peut évaluer, disons rapidement, si une action vaut le coup d'œil, quels sont les chiffres qui comptent vraiment pour se faire une première idée. On pourrait commencer par le plus connu, le price to earnings, le PER, Mhm. le fameux ratio court-bénéfice. On entend souvent dire qu'un PER bas, c'est bien, que l'action est peut-être sous-évaluée. Mais bon, est-ce que c'est si simple? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre au juste? Oui, c'est le point de départ classique, effectivement. Le PER, en fait, il vous dit combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque euro de bénéfice que l'entreprise génère. Mais attention, sa vraie valeur, elle apparaît seulement quand on compare. Ah oui, Ben oui. Comparer, je sais pas, le PER d'une jeune pousse de la tech avec celui d'une vieille banque bien établie, sans penser à la croissance, au risque, ce serait une erreur, quoi. Donc, la comparaison par secteur, c'est pas juste utile, c'est fondamental. d'accord. Donc comparaison indispensable pour le PER, très clair. Et si on regarde la rentabilité de l'entreprise elle-même, on parle souvent du Return on Equity, le ROE, Mhm. le retour sur capitaux propres. Ça mesure les profits faits avec l'argent des actionnaires, c'est ça? Exactement. Et on dit qu'un RAW, disons, au-dessus de 15%, c'est un signe d'excellence. C'est toujours vrai, ça, sans nuance? Alors, l'euro, oui, c'est un très bon thermomètre de l'efficacité de la direction. Est-ce qu'ils utilisent bien l'argent des actionnaires pour faire du profit? Mais il faut être prudent. Un ROE très très élevé, ça peut parfois cacher une prise de risque importante. Comment ça? Bah, par exemple, un fort endettement peut gonfler le ROE. Donc il faut aussi regarder comment cette rentabilité est atteinte. C'est une belle photo de la performance, mais il faut comprendre l'histoire derrière. Je vois. Et pour avoir une vision encore plus large de cette efficacité, il y a le ROA, le Return on Assets, qui, lui, prend tous les actifs. Tout à fait. Le ROA regarde l'efficacité par rapport à tous les actifs, que ce soit les fonds propres ou la dette. Donc logiquement, plus il est haut, mieux l'entreprise travaille avec tout ce qu'elle possède. OK. Alors après la génération de profit, il y a la façon dont le marché évalue les actifs plus tangibles, le Price to Book, PB, qui compare le cours de l'action à la valeur comptable. Là, on se dit, si c'est sous 1, PB inférieur à 1, c'est peut-être une affaire. Mais, il y a un mais, j'imagine. Oui, il y a potentiellement un piège. Une valeur comptable faible, ça peut aussi vouloir dire que les actifs sont de mauvaise qualité, ou obsolètes, ou que tout le secteur est en difficulté. C'est une piste, c'est sûr, pour chercher des actions décotées. Mais ça demande de creuser. Quelle est la vraie qualité des actifs? Quelles sont les perspectives du secteur? D'accord. Nos sources parlent aussi d'autres ratios. Le PEG, qui lie le PR à la croissance, et l'EVBI DTA. Celui-là, il a l'air utile pour comparer des boîtes très différentes. Ah oui, absolument. Le EBITDA, c'est un ratio assez puissant. EV, c'est la valeur d'entreprise, la capitalisation plus la dette nette rapportée à l'EBITDA. Le résultat avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. Son gros avantage, c'est qu'il neutralise un peu les différences de structure financière, beaucoup de dettes ou pas, et les règles fiscales. Du coup, c'est très pratique pour comparer des entreprises, même internationales. Les analystes l'aiment beaucoup pour évaluer la performance opérationnelle brute. Très bien. Et pour l'investisseur qui cherche surtout un revenu régulier, Le rendement du dividende, le dividend yield, ça c'est clair. Mais on lit aussi des choses sur le free cash flow yield. Oui, alors, le free cash flow yield, c'est le rendement du flux de trésorerie disponible. C'est l'argent qui reste vraiment dans les caisses après que l'entreprise a payé ses investissements nécessaires pour maintenir et développer son activité. C'est le cash, le vrai, qui pourrait être utilisé pour les dividendes, les rachats d'actions ou pour rembourser la dette. Pour beaucoup, c'est un indicateur plus solide de la capacité à rémunérer l'actionnaire que le bénéfice net comptable, qui peut être un peu plus abstrait. et c'est là que ça devient intéressant. Parce que les tableaux qu'on a montrent des écarts énormes entre secteurs. Un PER qui semble normal dans la tech serait jugé fou ailleurs, non? Exactement. Et c'est ça toute la clé de l'analyse. La tech, par exemple, affiche souvent des PER élevés, 20, 30, parfois plus. Pourquoi? Parce que les attentes de croissance future sont énormes. Mhm. La pharma, elle, peut avoir des ROE très confortables, 15, 25, 30%, grâce à la protection des brevets sur ces médicaments. Logique. Les banques, elles, sont très réglementées, beaucoup d'actifs au bilan, donc leur PR est souvent bas, parfois même sous 1. Et puis l'énergie, c'est très cyclique. Le ROE peut passer de 5% à 20%,
selon le prix du pétrole. Donc, il n'y a pas de bons chiffres dans l'absolu. L'analyse doit toujours être relative. Relative. Et c'est-à-dire? Comparée au secteur, aux concurrents directs, à l'historique de l'entreprise elle-même, et bien sûr, intégrer le contexte économique général. Nos sources donnent aussi quelques sortes de seuils d'alerte, genre PER au-dessus de 30, RE sous 5%, PB au-dessus de 5, ou un rendement du dividende supérieur à 8%. Faut les voir comme des lignes rouges. Plutôt comme des warnings, des clignotants orange. Ils disent attention, regardez de plus près. Un PER très haut peut être justifié par une croissance folle, un ROE faible peut être juste temporaire, et un rendement de dividende très élevé, ça peut soulever des questions sur sa durabilité. Est-ce que l'entreprise pourra continuer à le payer pas? Donc, ce sont des points de départ pour une enquête plus poussée, pas des jugements définitifs. Ok, donc si je résume. PER, ROE, ROA, PB, EV/BGT/EDA, les rendements. Chaque ratio nous donne un angle de vue différent, mais aucun n'a la réponse à lui tout seul. C'est une question de perspective, de comparaison, de contexte. C'est exactement ça. Ce sont des outils pour affûter notre jugement, pour nous aider à poser les bonnes questions sur la stratégie de l'entreprise, son efficacité, sa valorisation sur le marché. Ils aident à construire une histoire, une thèse d'investissement, mais ils ne remplacent jamais l'analyse critique. Et évidemment, utiliser des données à jour et de sources fiables, c'est la base. Peut-être une dernière pensée pour la route. Au-delà du chiffre brut, quelle histoire unique chaque ratio nous raconte-t-il sur cette entreprise précise? Ses forces, ses faiblesses, sa place dans son secteur. Et comment cette petite histoire s'intègre-t-elle dans le grand récit de son industrie et de l'économie actuelle? C'est vraiment dans cette mise en perspective, je crois, que se trouve la clé d'une compréhension plus profonde.